Quelles ont été vos sources d'inspiration, si vous en avez eu? J'en ai pas. Ouais. Marie-Josée Croze est une grande actrice qui fonctionne toujours avec des référents. Des référents. Enfin, elle a une méthode très anglo-saxonne de travailler, ce qui est logique vu ses origines. Elle est canadienne. Elle est très consciencieuse, très rigoureuse. J'aime beaucoup. J'étais 2 fois son mari à l'écran. Et j'aime beaucoup sa présence et son charisme d'actrice. Personnellement... Bonsoir et bienvenue sur Canal+ Cinéma. Cette semaine, dans la grande interview, nous recevons Albert Dupontel pour le nouveau film de Jean Becker, 2 jours à tuer. Albert Dupontel, bonjour. Bonjour. Pendant très longtemps, ça ne vous amusait pas de faire l'acteur. C'était un pis-aller, une façon de se reposer. Non, c'est pas vrai. Si vous appelez se reposer, faire le convoyeur ou irréversible, il y a d'autres façons de passer des vacances. Non, mais vous avez pas, vous amusiez pas. J'ai pas confiance, c'est tout. J'ai pas confiance en moi et pas confiance en moi, pas confiance en les autres, un peu paranoïaque, quoi. Donc il y a une phrase de Nietzsche qui dit vieillir, c'est apprendre le sens de la nuance. Donc voyez. Ça m'arrive aussi de vieillir. Donc aujourd'hui, vous vous amusez? Vieillis, j'ai un peu plus confiance, mais j'ai été gâté, notamment avec ce film avec 2 jours à tuer, le film de Jean. Et puis Paris. Paris de Cédric Clapiche. J'ai fait 2 films où je me suis vraiment plus... C'est difficile de s'aimer. Autant moi je me trouve héroïque et totalement sympathique quand je fais mes films. Pourquoi? Autant, parce que je me trouve exemplaire. Ouais, les films que je fais en tant que je parle fabricant de films, artisan de films, il y a un tel investissement, on développe des trésors d'invention, d'énergie, d'enthousiasme. Et donc voilà, autant en tant qu'acteur, je me sens à la fois un petit peu coupable. Des fois je maîtrise pas ce que le film va devenir, ce qui est tout à fait normal. Et donc je suis inquiet et pas forcément à l'aise, quoi. Quelquefois ça s'est vérifié vrai. Et puis la plupart du temps, les films que vous avez cités, j'étais très agréablement surpris quand j'ai vu les films. Pourquoi coupable? Je me sens coupable. Mais parce que d'être sur un plateau sans en avoir la responsabilité, tout d'un coup on se sent... coupable. Depuis en fait que je fais ça, le fait de faire l'acteur me paraît tellement parfois délicieux et futile que c'est comme presque un plaisir interdit. Presque un plaisir interdit, c'est marrant. Hein. Et puis c'est aussi une fuite de soi, ce qui est une bonne façon finalement d'aborder d'autres personnages. Pourquoi vous avez le sentiment d'être encombré par vous-même? Largement, oui. Je ne suis pas le seul à le dire. Alors, 2 jours à tuer de Jean Becker est l'adaptation du roman éponyme de François Despnous, l'histoire d'Antoine, la quarantaine, qui décide de saboter sa vie, a priori heureuse, en un week-end. Que s'est-il passé dans sa tête? Pour le savoir, il faudra voir le film. En attendant, extrait. Oui. Ça t'ennuierait pas d'aller chercher maman à la clinique? Je l'attendais plus tôt, Antoine. Vous êtes toujours en train de râler. À force, ça casse les burnes. Ça casse les quoi? À mon papa chéri, et moi, bon anniversaire, ça prend 2 N. Antoine. Si on peut parler franchement à ses enfants, alors là... L'association pour l'Afrique, tu sais que ça marche de mieux en mieux. Et tu fais quoi, t'es là-dedans exactement? Je supervise l'acheminement. Je donne aussi quelques petits objets personnels. Ça doit leur faire bizarre aux Africains dans le désert de recevoir un sac à main Gucci. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. On voit à chaque fois que quelqu'un parle avec un minimum de sincérité, tout le monde le trouve dingue. C'est bien toi le plus beau, va. Désolé de te laisser avec tous ces cons. Il a dit quoi, là? T'as pété les plombs? Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que tu as? Je me fais chier ici. Une belle baraque, un métier qui rapporte gros, rien qui dépasse. Et moi, j'appelle ça une vie de con. Alice, je vais partir. Et loin. Oui. Je t'aime trop. Mais arrête! Arrête, bébé! Je me barre. Tenez, j'ai pas pu tirer plus. Ouais, non, je fais pas la manche. Puis il y a beaucoup trop là-dedans. Prenez-le, ça me fait plaisir. Mais tu sais pêcher? Parce que c'était important pour moi, nos parties de pêche. Avant que tu partes. Tes enfants? Mais si tu veux le savoir, ils sont tristes de jamais avoir eu de grand-père. Alors t'es gentil, t'arrêtes ton numéro de papier attentionné. Venez les enfants, faut rentrer maintenant. La vie, la vraie vie, c'est quoi? Le fric, le confort? C'est pour ça qu'on est sur cette terre? Me sentir vivant.
Tu comprends? Vivant. Alors, votre personnage dans 2 jours à tuer est a priori un homme comblé en apparence, publicitaire friqué, une famille, des amis. Est-il en quelque sorte le négatif du SDF que vous interprétez dans Enfermé dehors? Non, parce que quand on voit le film, on découvre qu'il se passe quelque chose dans la vie de cet homme, on le découvre au fur et à mesure du film. Non, c'est très différent. En fait, c'est un personnage en colère, c'est un homme révolté. Oui, pour une raison qui va être évidente, encore une fois, qu'on va découvrir. Mais il y a une vraie empathie par rapport à ce personnage, même si au départ, on peut le trouver un peu suspect. Mais c'est un cinéma qui est différent. C'est un cinéma naturaliste. Dans Enfermé dehors, auquel vous faites allusion, je n'ai de cesse de fuir la réalité, ou de la travestir et de la restituer à travers un prisme qui est le mien. Et de cesse si ce prisme est outrancier et peut surprendre, peut voire choquer. Enfermé dehors, votre 3e réalisation. Voilà, mais dans 2 jours à tuer, et dans certains films que j'ai faits, comme Le Paris de Clapiche, ce sont des films très différents, mais il y a l'aspiration qu'elle a bien dans ces films-là, c'est de me fondre dans la réalité du film, qui est un univers très réel, et donc des émotions très réelles. Donc forcément, c'est des films beaucoup plus impudiques. Les émotions du personnage sont des émotions qui vous concernent. Donc il suffit simplement de se projeter et de se dire, voilà, qu'est-ce que moi je ferais à sa place? Si ces émotions vous paraissent cohérentes avec vous-même, vous avez une accointance avec le rôle, et donc autant de raisons de dire oui, et de le faire. Mais c'est un truc qui est moins spectaculaire dans la pratique, sur le plateau, mais qui est beaucoup plus remuant en profondeur. Alors que dans Enfermé dehors, je me mets pas en danger psychiquement. Enfin, je ne me mets pas en danger non plus là-dessus, mais je m'amuse. C'est du clown, c'est de la farce. Voilà, c'est donc une approche très différente. Les personnages que vous interprétez sont néanmoins souvent en colère, des personnages en marge qui ont une espèce d'acte de rébellion qui sourd, qui sommeille en eux. Est-ce que c'est un peu vous, finalement? Non, sinon je serais pas là en train de parler avec vous, tranquillement installé dans ce cinéma. Pourquoi? Non, j'ai pas dit que vous étiez asocial. Mais... Non, c'est comme ça que me voient les gens. Il y a, je sais plus qui m'a dit tu fais toujours énervé même quand tu dors. Donc quelqu'un qui m'avait vu dormir, mais non, mais mais alors, cette personne qui vous a vu dormir a peut-être raison. L'indépendance, peut-être. J'ai pas trop envie de m'analyser. C'est toujours dangereux. On a toujours peur de se définir et donc de se réduire, quoi. Un mot du motif caché de 2 jours à tuer de Jean Becker. Votre personnage va donc tout envoyer valdinguer en un seul week-end. Faut-il voir dans cet acte de rébellion, finalement, une critique à la fois du confort bourgeois et de la société de consommation? Non. C'est mon interprétation, mais qui ne vaut encore une fois que moi, et sur quoi je me suis articulé pour m'autoriser à m'investir dans ce personnage, c'est que c'est un mec qui, tout d'un coup, va se dire je vais enfin être moi. Alors, si être soi, c'est rejeter le conditionnement dont on est l'objet, oui, mais on est l'objet d'un conditionnement qui fait qu'on devient des consommateurs frénétiques. Pavlovien. Voilà, on consomme, on est content, etc. Et tout d'un coup, ce type, pour des circonstances, encore une fois, qu'on laisse le soin au spectateur de découvrir, va tout simplement avoir le courage et l'élégance d'être lui-même pendant 2 jours. Et c'est les mots rébellion et tout sont trop réducteurs par rapport à ça. Et je pense que 99,9% des gens meurent sans s'être jamais rencontrés, ce qui est une vraie tragédie. Vouloir être artiste, d'ailleurs, c'est vouloir se rencontrer. Et alors, ce qui est marrant, c'est que souvent, on quitte le troupeau au sens collectif pour se rencontrer, pour être soi, pour être un artiste, qu'on soit sculpteur, peintre, scribouillard ou petit bouffon comme moi. Et puis tout d'un coup, on a le sentiment de se trouver un petit peu, et tout d'un coup, les gens vous aiment bien. Alors le troupeau vous rattrape. Il faut beaucoup de courage pour en ressortir et recommencer quelque chose d'encore plus décalé. Et j'ai toujours admiré les artistes qui faisaient ça, c'est qui, loin du succès ou de la reconnaissance qu'ils pouvaient avoir, tentaient leur chance dans des registres différents, etc. Et ben, ce bonhomme-là est un individu qui en apparence a tout pour être heureux, en fonction des codes de la société qu'on connaît, et il va tout mettre à plat, et on va découvrir pourquoi. Et ses motifs sont très nobles et très émouvants. Trop facile. Tu restes. Pas à pas, le coup du ténébreux enfermé dans son silence. Dis quelque chose, Antoine. Mais parle, bordel! Réagis à la fin! Dis-moi que c'est un cauchemar. Dis-moi n'importe quoi. Mais trouve une bonne raison au moins pour que j'essaie de comprendre. Une bonne raison? Tu veux une bonne raison? Tu tiens vraiment? C'est très simple. Je me fais chier ici. Tout me fait chier. Une femme charmante, des enfants adorables, une belle baraque, un métier qui rapporte gros, rien qui dépasse. Et moi, j'appelle ça une vie de con. Mais regarde-nous. Regarde-toi. Regarde-moi. On est encore jeune, encore potable. Et pour combien de temps, tu peux me le dire? On peut mourir d'une seconde à l'autre. Comme tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Comme tout le monde. Un beau matin, ça y est. T'as fait ton tour de manège, c'est bel et bien fini. Maintenant, tu crèves.
sans avoir vraiment rien connu. Marie-Josée Croze s'est inspirée de scènes de la vie conjugale de Bergman pour interpréter votre femme. Quelles ont été vos sources d'inspiration, si vous en avez eu? J'en ai pas. Ouais. Marie-Josée Croze est une grande actrice qui fonctionne toujours avec des référents. Des référents. Enfin, elle a une méthode très anglo-saxonne de travailler, ce qui est logique vu ses origines. Elle est canadienne. Elle est très consciencieuse, très rigoureuse. J'aime beaucoup. J'étais 2 fois son mari à l'écran. Et j'aime beaucoup sa présence et son charisme d'actrice. Personnellement, moi, je me rends, comme je vous le disais tout à l'heure, totalement disponible. Et je m'efforce de moins travailler. Je sais que vous je méfiez... travaille pas. Ouais. Si je travaille, ça se voit. Je sais que vous vous méfiez beaucoup de la psychologie Oui, d'un bien sûr, personnage, bien également, sûr, tout comme de l'intellectualisation d'un rôle. Bien sûr, je me rends disponible. Voilà. Ouais. J'essaie d'être l'acteur que j'aimerais qu'on soit avec moi, libre pour tous les excès, pour toutes les émotions. Donc, je ne fais qu'amplifier les émotions que je crois lire dans le scénario. Et Dieu sait s'il y en avait dans ce personnage. Donc, j'en ai parlé avec Jean m'en a parlé. Puis, on commence à travailler, premier jour, deuxième jour. Puis, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que les ordres que vous recevez, les ordres entre guillemets, sont en accointance avec ce que vous pensez. Mais ça relève du dressage équestre. C'est un cheval qui reçoit une mauvaise commande, il se met à ruer. Et ça m'est arrivé sur des films de m'être trompé ou de ne pas comprendre ce qu'on me demandait. Et là, j'étais de plus en plus disponible. Mais pour un mec comme moi, s'ouvrir et être disponible, c'est un exploit, c'est une cascade. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que ce ne sont que des recettes très personnelles. Ouais. Cet Antoine Méliot, je suis concerné dès la lecture du scénario par ce qu'il ressent. Donc j'ai pas de... Je m'oublie. Voilà, Vous en parlez avec beaucoup de fougue. Alors justement, c'est vous qui générez ça, Daphné. Alors justement, Albert, j'aimerais que vous me commentiez une scène. C'est la scène du dîner, une espèce de festin à la sauce Becker, extrait. Parce que le pire dans ces cas-là, tu vois, c'est le regard des types comme toi. D'avoir enfin une bonne action à se mettre sous la dent pour conjurer la platitude de leur petite vie. Alors moi et ma petite vie, on t'emmerde. Non, ça va, là? Arrêtez, là. Moi aussi, je t'emmerde. Comme je merde tous ceux qui, tout petits déjà, avaient toujours la bonne gomme, le bon cahier à l'école. Toujours le bon forfait, le bon bonnet en classe de neige. Parce que c'est dans vos gènes d'être irréprochable. Puis vous me faites chier, tiens, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Mais Antoine, dis-nous ce qui va pas, au lieu d'agresser tout le monde, hein? C'est vrai, ça. Si tu nous parles comme ça, j'imagine que ça va particulièrement mal, dis-nous. Ça sert à ça, l'amitié. L'amitié? Tu peux répéter le mot? L'amitié? Oui, l'amitié. Mais vous êtes pas mes amis. Mais alors, pas du tout. Vous êtes quoi, d'ailleurs? Des connaissances, au mieux. Mais c'est odieux, ce que tu viens de dire. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que tu as? Laisse tomber, Paul. Il était imbuvable toute la journée, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais qu'est-ce qui te gêne, mon gros? Mais d'abord, tu m'appelles pas mon gros parce que moi, je t'envoie mon verre dans la gueule. Ensuite, sache que si on est resté à se laisser insulter, c'est uniquement pour ta femme. Sinon, il y a longtemps qu'on se serait tiré. Alors, une dernière fois, Antoine, tu nous dis ce qui va pas ou tu vas te faire foutre. Mais mon gros... Non. Excuse-moi, Cécile, mais là, il dépasse les bornes. Ah, l'enfoiré. Antoine, on devrait en rester là, tu crois pas? Ou tu vas t'en trouver vraiment seul. Est-ce que pour un acteur, c'est un exercice de haute précision, cette scène? Comment vous dire? C'est précis parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, parce que Jean sait exactement ce qu'il veut. Mais encore une fois, je n'aime pas avoir de recul sur expliquer mon art, entre guillemets, c'est un peu con. Simplement, ça passe par des choses très techniques, c'est de faire et de refaire et de refaire. Au bout d'un moment, on finit par oublier qu'on refait, et donc on est. Voyez-vous? Donc ça a été refait quand même très minutieusement par Jean. Il savait exactement ce qu'il voulait. Beaucoup, puis sur plusieurs jours. Il y avait beaucoup plus de choses qui ont été dites. Il en a gardé que la quintessence. Je sais que vous avez longuement discuté de cette scène avec Jean Becker, sur la meilleure façon de filmer cette scène du dîner. Est-ce que c'est fréquent qu'un réalisateur consulte un de ses acteurs pour appréhender une scène? Longuement, il exagère si c'est Jean qui vous a dit ça. Jean est un mec, comme tous les gens de talent, qui est très humble. Et donc, des fois, il s'est tourné vers moi, pas pour avoir des conseils, mais un avis. Voilà. Est-ce que c'est fréquent? Non. J'ai pris ça comme un hommage. Moi, il est venu vers moi grâce à mes films. Là, encore une fois, c'est quand même. Alors justement, est-ce qu'il venait consulter l'acteur ou plutôt plus le réalisateur? Non, l'acteur. Jean n'a pas besoin de personne pour mettre en scène. Mais l'acteur, juste pour dire comment toi tu serais à l'aise par rapport à ça. Est-ce qu'on se met loin? Est-ce qu'on se met prêt? Qu'est-ce que tu veux faire? Montre-nous ce que tu as dans la tête. Chose qu'il a souvent corrigée. Jean est un individu extrêmement précis. Et c'est très intéressant le cinéma de Jean, parce que en fait, je me suis rendu compte, cette scène, c'est un sauté qui dérape ou un festin bénin, parce que c'est moins grave que festin. Et ça se termine après dans une deuxième partie du film qui se passe en Irlande, et qui est certainement la partie qui d'ailleurs n'était pas dans le livre. Je faisais référence à festin pour bas les masques, on tombe les masques. Où il y a un petit peu ça dans Vincent François Paul et les autres. Et moi, je suis pas un fanat du tout du cinéma de sauté. Et ce qui m'intéressait, c'était le chemin que Jean allait prendre pour... ça, c'est le point de départ du film. Il va aller vers quelque chose de beaucoup plus essentiel, qui lui ressemble beaucoup plus. Et Jean est intéressant parce que dans tout son cinéma, il y a toujours, regardez les choses simples, elles sont essentielles. Et dans ce film, il y a des poneys, il y a des chiens, il y a une truite sur un feu de bois. Ce sont des gimmicks qu'on retrouve dans le cinéma de Jean,
qu'un cinéma becquérien. Regardez même L'été meurtrier, regardez La soleil qui se couche, la sueur sur le corps d'Adjani. Il y a beaucoup de sensualité au sens large du terme, pas au sens érotique, mais au sens épicurien. Et Jean est un individu comme ça. Allez. Tu vois, Antoine, c'est là que je viens tous les jours que Dieu fait. Comme une drogue. Tiens, allez, ça. Alors, tu te mets toujours oblique par rapport au cours d'eau. Hein? Là, pied légèrement écarté. Avec ta main droite, tu tiens la canne, pouce à plat par-dessus. Et avec la gauche, tu règles la soie. Mais tout en douceur, hein? Comme si tu tenais les rênes d'un cheval. C'est la mouche, c'est le cadre noir de la pêche. Allez, vas-y, voir. Et tu sais pêcher? J'apprends vite. Alors Antoine, tu te fous de moi, là? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais tu sais très bien pêcher. Parce que c'était important pour moi, nos parties de pêche. Avant que tu partes. Diriez-vous que ce film, c'est un peu l'œuvre testamentaire de Jean Becker? Ah bah, j'espère pas. Non, non, Jean est un individu en pleine forme. J'espère qu'il y a encore beaucoup de films. Aujourd'hui, on vit centenaire, donc longue vie à Jean Becker. Oui. Non, mais il y a beaucoup de choses qui touchent Jean dans ce film. Je parle de la partie irlandaise. Il y a une histoire d'amour, j'espère ne pas... Pas trop dévoilé. Non, c'est pas ça, mais je parle de Jean, là. J'espère ne pas dire des choses inconvenantes par rapport à Jean, mais il y a, à mon sens, il y a une histoire d'amour inachevée entre lui et son père. Jean a perdu son père, il était très jeune, il avait une admiration sans borne, il n'était pas le seul pour son père. Et puis il y a une relation qui ne s'est pas bien faite, comme c'est souvent le cas dans ces métiers, avec des parents très pris. Et il m'en a souvent parlé sur ce tournage de Jacques Becker, dont je connaissais bien sûr le travail. Et il a été assistant de son père, il était fils de son père, ce qui n'était pas simple. Et puis après il a été assistant de son père, et il a été par la suite testamentaire de son père. Il a défendu les morts de son père devant des grands noms du cinéma. Enfin, c'était très intéressant tout ce que Jean a pu me raconter sur le cinéma français de ces années-là, que je ne connaissais pas. Et donc il y a beaucoup de choses à lui dans le film. Et la pêche à la mouche, il m'a forcé à prendre des cours de pêche à la mouche, qui est un pur cauchemar. Parlons de vous en tant que réalisateur. Où en êtes-vous du financement de votre 4e film? Est-ce que vous faites toujours aussi peur aux grands argentiers du cinéma français? Non, Femme d'or s'est bien passé. Et puis souvent, les histoires de complexité, de financement, c'est parce que je me suis mis tout seul dans le marasme, ça. Donc non, ça se passe bien. Voilà. Donc là, vous êtes en train de boucler le Je prépare un nouveau film que normalement je devrais tourner dans quelques mois, qui s'appelle Le Vilain. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. Est-ce qu'on peut juste dire qu'il s'agit d'un fils indigne? C'est un fils indigne qui règle des comptes avec une mère exemplaire. Voilà. Mais tout ça est traité, encore une fois, au sens... c'est la rencontre entre les grands thèmes de Capra, que j'aime beaucoup, et puis un traitement de la Tex Avery, voilà, que j'affectionne en tant que bricoleur de caméra, quoi, voilà. Mais vous n'avez pas eu le sentiment, par exemple, vous, d'avoir à vous battre, à batailler contre le système, notamment contre le système de production française? Oui, mais il faut toujours se batailler. De toute façon, n'importe qui veut se distinguer des autres doit se batailler, que ce soit pour ouvrir des fringues, que ce soit vous pour faire une émission lambda, que ce soit... C'est toujours pareil. Mais se batailler, c'est un mot bien excessif pour des choses qui sont finalement assez banales, quoi. Surtout quand on lit les biographies. Tout à l'heure, je vous parlais de Michel-Ange. La vie de Michel-Ange a été assez difficile. Il a dû batailler pour imposer le plafond de la chapelle Sixtine. C'est quand même quelque chose. Donc, est-ce que nous, on peut utiliser les mêmes mots que ces gens-là? Non. Mais voilà, il y a toujours eu, dans toute époque, il y a toujours eu un système qui a ses codes, et dès qu'on veut un tant soit peu en changer, des fois c'est un peu délicat. Mais je rends gré au système de m'accueillir justement dans des productions qui sont du cinéma français avec un grand F, comme Le Paris de Clapiche ou comme Le 2 jours gratuits de Becker. C'est ça, c'était peut-être la meilleure surprise que j'ai eue ces dernières années, c'est de voir que non seulement on me tolérait, mais en plus on m'aimait bien. Vous dites qu'un tournage, c'est un cambriolage. Je dis pas ça, je dis qu'on complote des films, qu'on complote des meurtres. Mais moi, en tout cas, c'est... Que le moment du tournage, c'est un cambriolage de banque. Est-ce que c'est parce qu'il y a une urgence? Il y a une urgence, que j'ai souvent eu des budgets très, très étroits par rapport à la demande qui était énorme. Femme d'or c'était un hold-up quotidien sur le temps, sur l'énergie des gens, etc.
Et puis le fait même de faire ces films, qui sont des petits films, vivaces, originaux, indépendants, c'est souvent vécu par moi et mes acolytes comme un complot. Ouais. On complote un film. On n'a aucun confort, on n'a aucune espérance de fabrication. Tout le monde vous dit vous êtes fou de faire un sujet comme ça. Et puis on arrive quand même à les faire. Ça commence avec Bernie. C'est pas que je ne demande pas de m'embourgeoiser. Hein. Franchement, j'aimerais bien. En tant qu'acteur, j'y arrive, bizarrement. Mais en tant que metteur en scène, je suis encore un petit peu sur la sellette. Mais c'est pas désagréable, ça crée un enthousiasme. Au moins, les gens qui viennent, ils viennent pour des bonnes raisons. Ils viennent pas par calcul, quoi. Vous avez baptisé votre boîte de prod Contre-Production. Est-ce parce que vous revendiquez d'une contre-culture, celle des Gaspard Noé et des Yann Kounen? D'abord, j'étais là avant eux, si je peux me permettre. Non, j'entends bien, mais dans ces contre-prod, plus exactement, et la contre-culture par la force des choses. Ouais. En gros, ce qui m'amuse, moi j'ai souvent vu des films que j'ai trouvés patents et qui plaisent pas aux gens. Ouais. C'est étonnant, hein. Et depuis longtemps. Je vois des films, et les frères Cohen, par exemple, j'ai vu ça, le 100% au Arizona Junior, j'avais adoré ces films-là. À l'époque, 100% leur premier film. Ouais, et à l'époque, c'était franchement pas les mastodontes que c'est devenu aujourd'hui en termes de référence. D'ailleurs, je préfère encore leur premier film aux films qu'ils font actuellement, y compris No Country for Old Men. Vous voyez, donc le conte, ça vient d'un poème de Rémi Michaud qui s'appelle Contre, je suis contre. Je vous arracherai par tonnes ce que vous arracherai par tonnes ce que vous m'avez refusé par gramme. Est-ce que c'est la chair du mouton? Est-ce la chair du mouton qui est fragile ou est-ce que ce sont les dents du loup qui sont solides? J'aimais bien ça et ça correspondait bien à mon état d'esprit à l'époque de Bernie. Donc voilà, j'avais appelé contre-prod, je trouvais ça rigolo, mais on n'a pas fait de mal à grand monde. Et encore une fois, c'est une façon un peu juvénile et puérile de revendiquer une petite indépendance. Oui, c'est vrai que les films dont vous parlez, Bernie, le créateur enfermé, c'est un cinéma, on aime, on n'aime pas, mais il est très vivace, il est un peu particulier. Gaspard, dans un tout autre registre, fait encore autre chose, et Yann fait encore autre chose. Voilà. Vous avez encore le fantasme hollywoodien, parce que je sais que vous avez rencontré Robin Williams pour Bernie. Robin Williams. Oui, Robin Williams pour Bernie, que Edward Norton et Penelope Cruz étaient intéressés au scénario d'Enfermé dehors. Finalement, les films se sont faits en France et sans eux. Non, j'ai le fantasme du cinéma indépendant américain. Il y a un mec d'ailleurs dont j'aime beaucoup le travail, c'est Gondry, dont d'ailleurs je recommande d'aller voir Be Kind to Rewind, c'est vraiment... Michel Gondry. Ouais, c'est super, c'est vachement inventif, c'est très drôle. Son dernier film. Ouais, et voilà, c'est un des rares mecs qui se met dans une culture que j'aime bien, parce que le cinéma indépendant américain se fait malgré tout en anglais. Il y a un échec en anglais voyage mieux qu'un succès en français. C'est trivial ce que je dis, mais c'est vrai. Et puis il y a un réservoir d'acteurs extraordinaires. Mais alors, est-ce dire que vous pourriez vous expatrier comme Michel Gondry? Faut-il encore qu'on m'attende? Pour l'instant, on ne m'attend pas. Donc je me suis un peu cassé les dents, parce que tout à l'heure vous citiez les noms prestigieux. Les agents de ces gens-là ont lu, trouvé ça bien, mais alors après, les Américains ouvrent les bras et les referment jamais. Donc j'ai perdu beaucoup de temps leur contact. Et j'ai même quitté ces épisodes-là un peu amers. Mais la vivacité de ce cinéma-là, je l'ai un petit peu quand je fréquente Terry Gilliam, des gens comme ça, qui, même eux, pour eux, c'est dur. Mais ce cinéma vivace, coloré, multiethnique, multiculturel, qui pour moi ramasse l'efficacité du système hollywoodien et en même temps un esprit très européen ou très latin, me plaît beaucoup. Et tout à l'heure, je vous parlais les premiers chocs que j'ai eus en tant que cinéphile, c'était Brasil de Gilliam, qui est un vrai film indépendant, pas hollywoodien, faussement hollywoodien, mais malgré tout indépendant. C'était les frères Cohen. Puis récemment, c'est Paul Thomas Anderson. Ça a été plein de cinéastes comme ça qui m'ont vraiment touché en profondeur. Et j'ai rencontré il y a quelques années Paul Verhoeven. Je me rappelle son Flesh and Blood, puis plus tard Robocop. Robocop, on se dit c'est un produit hollywoodien. Puis quand vous le voyez, c'est pas un produit hollywoodien. Il y a quelque chose derrière. Et ces itinéraires de ces gens, la façon qu'ils ont réussi à s'exprimer dans le système le plus formaté du monde et le plus réactionnaire du monde, qu'est le système hollywoodien, je suis très admiratif de ça. Voilà. C'est aussi un acte de rébellion, un acte d'indépendance, d'émancipation. Un vrai rebelle. Verhoeven est un vrai rebelle. Quand il fait Starship Troopers, c'est une façon de dire aux Américains, regardez à quel point vous êtes ridicule avec votre armée. Et j'ai rencontré brièvement ce monsieur il y a quelques années, j'ai passé un moment délicieux et j'ai beaucoup d'admiration pour ce mec-là. Voilà, si tant est que... Donc vous n'auriez pas envie de... Si on me laisse l'opportunité, mais je ne vais pas aller m'immoler sur les marches d'Hollywood où il y a des centaines de réalisateurs qui attendent tous pour faire leur film, alors qu'en France, encore une fois, on me tolère et on m'aime bien. Donc c'est un peu absurde. On pourrait vous retrouver au générique d'un film de Terry Gilliam, parce que je sais qu'il a très envie de vous faire tourner. Je n'ai jamais eu l'outrecuidance d'en parler, mais si déjà, si déjà il peut venir dans le prochain faire un coucou, je serais ravi. Comme il l'avait fait pour Enfermer. Les quelques séances qu'on passe à Londres à se bidonner, parce que j'ai quand même eu des repas mythiques où j'ai croisé Michael Palin, Jones, la moitié des Monty Python à moi tout seul, et je me suis vraiment éclaté, quoi. Voilà, ça c'est des trucs. Et que si tant est que... Moi j'ai fait ce métier pour ces gens-là quand même. Je me rappelle la vie de Brian, c'était un événement pour moi dans ma vie. Et tout, et Brésil c'était un choc, je l'ai vu, j'avais 20 ans, je l'ai vu 3 fois dans la semaine, j'étais en état de choc profond quand j'ai vu ce film. Ça correspondait aux cauchemars les pires que j'imaginais du futur. On n'est pas là 20 ans après, mais néanmoins, l'esprit est pas loin.
voyez ce que je veux Brésil dire? de Terry Gilliam. Brésil de Terry Gilliam, voilà. Donc, et tout d'un coup, j'ai eu la chance de... Mais peut-être que c'est que ça, mon destin. J'ai jamais rêvé de ce qu'on appelle la carrière hollywoodienne. Je sais qu'il y a beaucoup de contraintes derrière. Et puis ça tombe bien, honnêtement, ça m'a jamais fait fantasmer. Les piscines, les stars, les people qui couchent, machin, etc., avec qui les voitures, les Cadillacs. Tout ça, c'est un truc, c'est un folklore, quoi. Putain, il faut être sacrément fait dans sa tête pour aimer ce folklore-là. Par contre, d'arriver à à faire un vrai film dans ce strass et ces paillettes, ça, il faut être vachement fort. Il faut être très fort. Ouais. Une dernière question. Que faites-vous quand vous avez 2 jours à tuer? Que je fais vous quand j'ai 2 jours à tuer, je vais au cinéma. Voilà. Albert Dupontel, merci. Mais c'est moi. Merci de votre disponibilité. C'est moi. À force de courir sur les routes du monde, Pour les yeux d'une brune ou le corps d'une blonde. À